Lionel Gougelot. Et nous sommes en compagnie ce matin de Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique du JDD, et Adrien Matou, journaliste à Marianne. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez peut-être entendu ce matin les informations de Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La NUPES s'affirme de plus en plus comme la première force d'opposition, en tout cas si l'on en croit les sondages en vue des législatives. Et dans cette perspective, ce serait un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, a priori, qui pourrait prendre la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il paraît que c'est un véritable cauchemar pour la majorité, David Revaud-Dallon. Bien sûr, on sait que depuis Nicolas Sarkozy, c'est une tradition républicaine de confier la présidence de la Commission des finances au premier groupe de l'opposition. Ça a toujours été le cas. Ça pourrait ne pas se faire, mais en tout cas, ça créerait une véritable polémique, un véritable scandale. Donc, si effectivement les Insoumis arrivent, enfin la NUPES arrive en tête, ce seront eux qui détiendront cette commission, et évidemment, avec les vicissitudes que l'on peut attendre de la part des amis de Jean-Luc Mélenchon pour la Macronie. Je rappelle quand même que avant même de parler de commission des finances et d'importance du groupe, puisque selon les sondages, on attribue 60, 80, voire 100 députés à l'Union de la gauche, à la NUPES. Ouais. Je rappelle qu'en 2017, les Insoumis n'avaient que 17 députés et que pendant toute la première année de la législature, ça a été une guérilla parlementaire incroyable. Sur certains textes, les députés insoumis déposaient 1000 amendements par parlementaire. Ils étaient 17. Je vous laisse imaginer ce que ce serait s'ils sont 60, 80 ou plus, avant même d'examiner le cas de la Commission des finances. Donc vraiment des débats très très musclés en perspective. Adrien Matou, journaliste à Marianne, cette vraie opposition se dessine vraiment d'après vous? C'est ce que je trouverais intéressant dans le cas de la Commission des finances, parce que si j'ai bien compris, les macronistes envisageraient peut-être de tenter un coup de billard à 3 bandes, un coup audacieux en nommant un élu de LR à la tête de la Commission des finances, ce qui voudrait dire qu'en fait ils ne veulent pas d'un député d'opposition à la tête de la Commission des finances, puisque les Républicains, s'ils peuvent être opposés aux macronistes sur d'autres sujets que la politique économique, sont quand même globalement d'accord avec la politique économique d'Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve que l'ancien président de la Commission des finances, Éric Woerth, est aujourd'hui membre de la majorité présidentielle. Donc en réalité, à mon avis, ce serait très audacieux de la part des macronistes de s'opposer au fait de nommer quelqu'un de la NUPES à la tête de la Commission des finances, parce que ça voudrait dire qu'ils ne veulent pas de quelqu'un de l'opposition. Et alors, moi je trouverais ça intéressant, parce que dans une démocratie moderne, un petit peu mature, c'est quand même bien que le Parlement puisse avoir un rôle, que l'opposition puisse avoir un rôle. Évidemment, la NUPES ne va pas gouverner la politique économique de la France si elle a un député à la tête de la Commission des finances, mais en tout cas, ça pourrait peut-être donner un petit peu d'importance à l'Assemblée. Et quand je parlais de cauchemar tout à l'heure, on peut se dire que finalement cette opposition de gauche, Charlotte Dornelas, elle pourrait avoir, comment dirais-je, une certaine nuisance finalement vis-à-vis du gouvernement et de la majorité. Elle pourrait avoir une nuisance en tout cas dans le discours et sur le papier, mais c'est surtout moi ce que je trouverais, pour compléter un peu le côté intéressant de la chose, c'est que Emmanuel Macron, souvenez-vous, la première fois avait été élu en disant « Moi, je serai le président de l'efficacité au-delà des clivages politiques. Il n'existe plus de clivages politiques. Je suis le parti du raisonnable et autour de moi, vous avez les extrêmes. » C'était toute sa rhétorique. Or, ce que propose en l'occurrence l'Alliance de la gauche, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas tellement le sujet, c'est sur un terrain, le terrain économique, en l'occurrence si on parle de la question des finances, un terrain sur lequel globalement, il y a beaucoup d'hommes politiques de droite et de gauche, de centre-droit et de centre-gauche, qui se sont retrouvés chez Emmanuel Macron et qui, depuis des décennies, mènent la même politique économique en expliquant qu'il n'y a pas d'alternative. Or là, l'Alliance de la gauche va proposer une alternative en expliquant pourquoi c'est une alternative. Et en effet, je pense que pour la Macronie, ce sera difficile, comme pour n'importe qui, une opposition, c'est pas facile à gérer. Mais là, en plus, ça casse l'idée quasiment philosophique qu'Emmanuel Macron répète depuis le début, à savoir il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et là, vous avez une force potentiellement forte par le biais des électeurs
qui propose autre chose. Alors, David Rovodalone, pardon, c'est peut-être un peu technique pour nos auditeurs, cette histoire de présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, mais enfin, c'est quand même très important. Encore une fois, je reviens sur cette notion de pouvoir de nuisance. Quand je parlais de cauchemar tout à l'heure, effectivement, ça doit être le cas du côté de la majorité, parce que il peut y avoir des investigations, il peut y avoir... Enfin, voilà, oui, quoi, parce que effectivement, la capacité de la Commission des finances, et au-delà d'un grand groupe à l'Assemblée nationale qui serait tenu par les Insoumis, c'est la capacité de blocage, la capacité d'empêchement, la capacité de mettre des obstacles permanents. On parlait des amendements tout à l'heure. Effectivement, la Commission des finances, c'est quand même le lieu où on examine, je dirais, la validité de la politique économique du pays. Et précisément, s'il y a il y a beaucoup de terrains sur lesquels mélenchonistes et macronistes ne sont pas d'accord, mais s'il y en a un par excellence, c'est évidemment la dimension économique, avec Emmanuel Macron qui essaye de faire valoir, je dirais, la dimension raisonnable sur le plan de la gestion des finances publiques, même si on a eu le quoi qu'il en coûte. Et puis de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu son programme, je ne prends que l'exemple de la retraite, c'est la retraite à 60 ans, là où Emmanuel Macron va le porter à 65. Donc vous imaginez bien que non seulement cette réforme que la Macronie annonce, même si elle le met, la met en ce moment un petit peu sous le boisseau, on va en parler pour des raisons de campagne électorale, vous imaginez bien que sur cette réforme qui est la mère de toutes les réformes du deuxième quinquennat Macron, il va y avoir une guérilla absolue et de tous les instants. Donc ça veut dire que sur tous les textes budgétaires, sur tous les textes financiers, le premier texte qui va avoir lieu, qui va être examiné par l'Assemblée, c'est le texte sur le pouvoir d'achat qui a été annoncé. C'est un projet de loi de finances rectificative. Vous imaginez bien que déjà, la fête va commencer d'entrée de jeu dès le premier projet de loi. La fête ou la foire d'empoigne. Alors, cette perspective de voir la NUPES donc, comme première force d'opposition, c'est peut-être aussi ce qui explique un certain infléchissement que l'on sent ces derniers jours sur la question de la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 65 ans, qui ne semble plus être un totem, comme disait Elisabeth Borne dans un excellent journal. Dans un excellent journal, le JDD dimanche dernier. C'est ce que vous ressentez également, c'est ce que vous sentez également, Adrien Matou? Évidemment, parce que on peut se rappeler que pendant la campagne présidentielle, c'était la mesure peut-être la plus impopulaire, celle qui faisait le plus polémique pour Emmanuel Macron. Alors, ceci dit, moi, je vois pas forcément ça comme un signe de faiblesse. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est normal, il faut attendre le résultat des législatives. Si on se retrouve avec une opposition de gauche, alors je ne vais pas parler de Mélenchon Premier ministre, mais une forte opposition de gauche, ça enverra quand même un signal. Et on peut s'attendre à des manifestations, etc. Et moi, je pense que pour le coup, c'est plutôt sage d'attendre la rentrée pour faire voter cette réforme, parce que je parlais tout à l'heure de démocratie mature concernant la Commission des finances. C'est la même chose pour la réforme des retraites. Une telle réforme, si importante, il faut qu'elle soit débattue de manière nationale, à l'Assemblée, par les partis politiques, dans les médias, peut-être aussi dans la rue. Et je trouve que l'usage qui consisterait à faire passer cette réforme en profitant de l'effet des élections présidentielles puis législatives, ce serait pas un signe de grande modernité politique. Charlotte Dornelas, c'est quand même plus une priorité dans l'argumentaire politique des législatives. On sent que il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on peut mettre l'accent du côté de la majorité, notamment le pouvoir d'achat, etc. Parce que cette histoire de la retraite à 65 ans, ça pourrait concrètement faire perdre des sièges dans 15 jours ou dans 3 semaines. Ça pourrait, mais si on revient là encore une fois au début de l'aventure macroniste à la tête de ce pays, là on a fait les oppositions entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On pourrait aussi faire sur ce terrain le débat entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. C'est-à-dire que cette réforme des retraites, c'était déjà prévu au premier quinquennat. Il n'y avait pas la menace, entre guillemets, Jean-Luc Mélenchon. Et ça n'a pas été fait pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Évidemment, c'est que d'abord, elle est extrêmement impopulaire. On l'a vu dans toutes les études. Elle est particulièrement impopulaire chez les moins de 65 ans, ça tombe mal, en l'occurrence. Donc évidemment, là, en plus, avec la perspective des législatives, il est difficile d'imposer une réforme qu'on n'a pas imposée pendant 5 ans, au moment même où les Français s'apprêtent peut-être à mettre en tête des oppositions ou une opposition qui est farouchement opposée à ce projet. Mais le résultat, c'est que c'est flou pour tout le monde, quoi. Personne ne s'y retrouve. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a élu à la tête de ce pays quelqu'un qui est particulièrement flou sur beaucoup de sujets. David Rovodalone. Il suffit de regarder un petit peu la fin de campagne d'Emmanuel Macron. Quand il rentre en campagne, très très tardivement, campagne présidentielle, à 2 semaines du premier tour, il insiste sur cette réforme des retraites parce qu'effectivement, il faut aller chasser sur les terres de l'électorat de droite. Et dès l'entre-deux tours, hop, virage à gauche. On ne parle plus du tout de cette réforme des retraites. Visiblement, ça semble quand même être la réforme structurante de ce deuxième quinquennat. Mais évidemment...
évidemment, dans cette période de campagne législative, on n'en dit rien. Vous avez cité Elisabeth Borne, qui explique même que les 65 ans ne sont pas du tout un totem. On essaye effectivement de cacher les questions qui fâchent, les réformes qui fâchent, mais j'ai envie de dire que ça va bien au-delà de la réforme des retraites. Vous avez remarqué qu'en ce moment, les ministres, alors il y a la période de réserve, mais ça tombe parfaitement, ça tombe à pic. Emmanuel Macron est très content que les ministres Comme ça, il y aura pas de vague. ne s'expriment pas. On peut considérer qu'il a peut-être peur que les nouveaux entrants, notamment, fassent des petites bourses. Souvenez-vous, le fameux cas, la jurisprudence Jean-Louis Borloo qui avait évoqué la TVA sociale en 2007. Et Fabius qui s'était régalé là-dessus. Voilà, on avait dit que ça avait fait perdre des dizaines de députés à la droite. Donc, évidemment, c'est un peu la tendance. Et donc, dans ce contexte-là, bien évidemment, on ne parle pas de la réforme des retraites. Le problème, c'est que quand les ministres sont discrets, quand la Macronie est particulièrement discrète au moment où s'engage la campagne des législatives, à un peu moins de 3 semaines du premier tour, eh bien, patatras, et ça va faire la transition avec le sujet suivant, c'est de l'affaire Abad qui s'éclate et qui occupe totalement le devant de la scène. Encore un mot quand même sur les retraites, parce que moi je me mets à la place des candidats aux législatives Renaissance, qui sont sur le terrain et qui rencontrent les électeurs et qui sont interpellés sur le sujet des retraites par les électeurs qui, comme je le disais tout à l'heure, n'y voient plus clair. Ça doit quand même être bien compliqué pour eux. Alors je vais faire un peu de mauvais esprit, mais une grosse partie de leurs électeurs sont des électeurs de plus de 65 ans qui comme les électeurs en général, comme les électeurs en général, et surtout comme les électeurs aux législatives, parce que c'est des gens qui restent mobilisés pour les législatives et qui en plus votent beaucoup plus que la moyenne pour Emmanuel Macron. Donc bon, déjà ça, on peut penser qu'ils sont un peu plus favorables à ça. Ensuite, j'ai envie de dire, il faut qu'ils assument. C'est-à-dire qu'ils sont candidats d'un parti qui a une politique économique plutôt libérale, qui a prévu cette réforme. C'est la réforme phare du candidat Macron. Et évidemment, ils vont devoir l'assumer. Mais le problème, c'est que une bonne partie de ces députés, alors c'était plutôt le cas pour le premier quinquennat, ce sont des députés qui ne sont pas vraiment rompus à la politique, qui ne sont pas des gens qui ont toute une carrière politique derrière eux, et ils se retrouvent à devoir assumer une politique qui est un peu plus concrète que les mots d'ordre du début, du type il faut dépasser les clivages politiques, etc. Donc là, forcément, c'est un peu l'épreuve du feu pour eux. Alors, vous l'évoquiez, David Rovo-Dallon, il reste cette affaire Damien Abad qui ne va pas faire l'objet, à ce stade, d'une enquête de la part de la justice. L'accusation de viol émanant d'une femme n'ayant pas été caractérisée. Ça continue de tanguer dans la majorité. Comme je le disais, c'est-à-dire qu'en l'absence de discours très clairs et avec une stratégie de profil bas et de surtout ne pas faire de vagues sur les sujets polémiques, patatras, ça laisse le champ libre, totalement libre à cette affaire Abad. Et donc ça fait 5 jours, depuis samedi, que cette affaire truste le devant de la scène et que la majorité ne parle que de ça, ne s'occupe que de ça. La porte-parole du gouvernement, la nouvelle porte-parole Olivia Grégoire, elle est bien embêtée parce que toutes ses premières interventions médiatiques ont été quasiment exclusivement consacrées à cette affaire dont effectivement la Macronie a du mal à se dépêtrer et ça colore totalement ce début de campagne. Charlotte Dornelas, il paraît que ce cas Abad divise même au sein de la majorité. Forcément, depuis quelques années, parce que là, c'est pas la question de savoir qui dit la vérité dans cette affaire. Il y a à la fois des témoignages qui sont quand même assez convaincants, comme le sont toujours ces témoignages, évidemment. Là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'une accusation peut avoir des conséquences dans la vie politique. Et quoi qu'on pense de ces accusations, en effet, le parquet n'ouvre pas d'enquête parce que les victimes ne sont pas identifiables, et c'est ce qui explique le parquet aujourd'hui. Et le risque énorme, c'est que si une accusation provoque des conséquences dans la vie politique, alors là, le risque, c'est que l'accusation devienne une arme politique. C'est pas forcément le cas jusqu'à aujourd'hui, mais demain, vous pouvez gérer la vie politique en fonction d'accusations. Donc ça pourrait devenir une arme politique. Aujourd'hui, on le sait, dans ces plaintes-là, la plupart du temps, les victimes disent effectivement ce qui leur est arrivé. Il faudrait pas qu'on prenne ce risque-là en mettant en doute en permanence justement les accusations qui pleuvent parce qu'elles pourraient avoir un rôle très politique. Un mot, David Rovo-Dallon, Damien Abad peut-il tenir ? Un mot. Il peut tenir, le gouvernement peut le maintenir en poste, mais ça va être extrêmement compliqué. Et ce poison lent qui déjà, je le disais, se diffuse dans ce début de campagne législative, pourrait perdurer et accompagner ce ministre et ce gouvernement tout le temps qu'il y siégera. Merci d'avoir participé à Europe 1 2022 ce matin. Charlotte Dornelas, David Rovo-Dallon et Adrien Matou. Bonjour.